La présence africaine dans les civilisations asiatiques antiques, les têtes noires de Sumer, tiré de l'ouvrage Histoire millénaire des Africains en Asie du professeur Runoko Rachidi. L'antique Sumer, pays biblique de Shinéar, a exercé une influence civilisatrice déterminante sur l'Asie occidentale antique. Florissant au troisième millénaire avant Jésus-Christ, Sumer donne le ton et trace les principes fondateurs des royaumes et empires amenés à lui succéder. Lorsqu'elle n'est pas identifiée à la Chaldée et à Babylone, elle leur est généralement associée. Sumer s'étendait sur la vallée du Tigre-Euphrate depuis la base du golfe Persique jusqu'à Akkad, environ 480 km plus au nord. Alors que les nombreuses et importantes réalisations des Sumériens dans le domaine culturel ont été largement popularisées, la question de leur composition ethnique est passée sous silence, voire complètement éludée. Il serait présomptueux d'affirmer que la population de Sumer était homogène ou exclusive d'un type racial en particulier, mais il semble évident que l'éclat de la civilisation sumérienne ne puisse qu'être attribué à l'arrivée de migrants noirs en provenance de la vallée africaine du Nil. Dans leurs écrits, les Sumériens se désignant eux-mêmes comme les têtes noires. Ils ne constitueraient que l'une des nombreuses colonies de Couchites nilotiques implantées en Asie antique. L'étude des données anthropologiques sumériennes le confirme. En 1926, puis en 1928, le Field Museum et l'Oxford University ont conjointement mené au nord de Sumer de vastes fouilles, au terme desquelles les déclarations suivantes ont été rendues publiques. Les plus anciens crânes historiques hyperdolicocéphales proviennent de Jemded Nasr à 29 km au nord-est de Kish et de la fosse Y de Kish. Le front est fuyant, les sourcils toujours proéminents et les pommettes assez éloignées. Le nez est épaté et, dans certains cas, s'affaisse en platyrinie aiguë, bien que la face ait rarement survécu. C'est le type décrit par Sergi, Gifrida, Ruggieri et Flore. Il est surnommé type eurafricain, tiré de Henry Field dans Ancient and Modern Man in Southwestern Asia. À Miami, presse 1956, page 84-85. Et en Égypte, il pourrait être comparé au crâne de Combe Capelle. Il est probablement identique à celui des hommes qui vécurent à l'époque paléolithique dans le haut désert à l'ouest du Nil. C'est le type observé sur les statues familières de Ramsès II. Chiranta Diop fournit une illustration de la physionomie commune de la désormais célèbre statue de Ramsès II du musée de Turin et d'un Watutsi moderne d'Afrique centrale. Chiranta Diop, antériorité des civilisations nègres, présence africaine, 1974. En second lieu, il y a le type méditerranéen, dont les variantes se rencontrant depuis Java, en passant par l'Inde et la Mésopotamie, et jusque sur les deux rives de la Méditerranée. Ces populations ont une stature moyenne, un teint de peau et des cheveux semblables à ceux des Eurafricains, race avec laquelle ils ont aussi en commun des yeux noirs et des visages ovales. Ils ont de petits crânes, dolicocéphales, mal comblés, des sourcils peu développés, voire absents, des occiput bombés,
des orbites habituellement horizontales et elliptiques, des nez épatés, des mâchoires relativement faibles et des corps secs. Dans l'Antiquité, leur répartition était sensiblement semblable à celle de nos jours. Voir T.K. Pennyman dans A Note on the Inhabitants of Ketch Before the Great Flood. Excavation at Ketch, volume 2, volume 4, page 65-72. En troisième lieu, il y a le type arménoïde, que l'on retrouve sur l'ensemble du plateau et des montagnes eurasiatiques, depuis le haut pays persique et l'Asie mineure. Bien que ces deux récits reflètent, par leur terminologie, la pensée étroite et prédominante de leur époque, mais hélas, de la nôtre également, les informations qui en découlent nous fournissent une base solide pour vérifier les traditions historiques et les témoignages oculaires sur la présence noire dans la Sumer antique. On ne décèle aucune différence réelle entre d'un côté les crânes eurafricains et méditerranéens mentionnés dans ces déclarations, et de l'autre les crânes des Africains ou des Asiatiques noirs modernes. Cette donnée, bien que limitée, ne laisse planer aucun doute quant à l'identité raciale des premières populations de la région. Sur les 14 crânes de la fosse Y que Pennyman a examiné à Kish, 2 ont été décrits comme brachycéphales, 8 dolicocéphales, eurasiatiques entre parenthèses, 2 arménoïdes et 2 autres encore comme résultant d'un métissage. Bruxton et Rice ont étudié un groupe de 26 crânes composés selon leur propre description de 17 eurafricains, 4 arménoïdes et 5 méditerranéens qui, toujours d'après leur description, seraient ostriques. Contre toute attente, ils concluant ne déceler aucune trace d'habitants négroïdes, c'est-à-dire des Africains. Nous avons heureusement toutes les compétences requises pour tirer nos propres conclusions. La seule qui s'impose étant que les termes désignant les types précédemment décrits sont des synonymes ethnocentristes qui caractérisent en réalité des populations noires. La troisième dynastie d'Ur. Durant la majeure partie de son histoire, Sumer se résuma à un certain nombre de cités-États très indépendantes. Chacune de ces entités possédait un centre urbain relativement vaste autour duquel étaient disposées des villes et villages satellites plus petits. Cependant, les cités-États sumériennes se sont périodiquement coalisées pour former des royaumes unifiés et puissants dirigés par des chefs provinciaux dotés d'un statut divin. Il en était ainsi sur la troisième dynastie d'Ur. Quoique n'étant pas la plus ancienne des grandes cités sumériennes, Ur fut vraisemblablement la plus importante. À son apogée, elle couvrait plus de 10 km², ce qui est assez considérable pour l'époque. Même si les sources écrites mentionnant l'existence de cette cité jusqu'en 440 avant Jésus-Christ, la troisième dynastie est sa période la plus représentative. Elle a existé pendant près d'un siècle, de 2112 à 2015 avant Jésus-Christ, et connu le règne de 5 souverains brillants qui ont élevé Ur au rang de grand empire. Les souverains de la troisième dynastie d'Ur prenaient les titres de rois de Sumer et d'Akkad.
Ce n'était pas la première fois qu'une cité-État sumérienne réussissait à englober les régions alentours. Sous le règne du puissant gouverneur Gudea entre 2142 et 2122 avant Jésus-Christ, Lagash avait subjugué Suse ainsi qu'une grande partie de l'Élam. Une série d'inscriptions nous éclaire sur les conquêtes de Gudea, sur son manque de reconnaissance envers un supérieur et sur les Susiens et Élamites venus à Lagash. Pour l'aider à reconstruire le temple de son dieu, Gudea vénérait le dieu Anu. Ce dernier nom semble être associé au noir ancien où qu'il ait vécu. En dépit de la pénurie de pierres, l'époque classique sumérienne fut une ère de projets de construction colossaux où chaque principal centre urbain érigeait un grand nombre d'énormes structures à niveau en briques appelées ziggourats. La prospérité de l'empire d'Ur s'accroissait au fur et à mesure de ses conquêtes territoriales. Malheureusement, sa base était très fragile. La coalition qui constituait le noyau de l'empire n'était pas suffisamment soudée, il ne semble pas y avoir eu d'efforts pour mettre en place une véritable centralisation régionale de long terme. De plus, après des décennies de surexploitation des sols, la productivité agricole de la majeure partie de Sumer s'était gravement réduite, ce qui eut pour effet de renforcer une dépendance vis-à-vis des produits alimentaires cultivés dans les provinces septentrionales de Sumer et d'Akkad. Et pour couronner le tout, l'afflux ininterrompu de peuples indo-européens et sémites au cours de la seconde moitié du troisième millénaire avant Jésus-Christ commençait à isoler Sumer et à sérieusement remettre en question non plus la seule domination sur la base Mésopotamie, mais jusqu'à son existence même. Les grands souverains de la troisième dynastie avaient jusqu'alors été en mesure de maintenir à distance raisonnable ces tribus nomades et semi-sauvages, mais vers la fin du troisième millénaire avant Jésus-Christ, la digue était sur le point de céder. Ce sont les régions productrices de cultures vivrières du nord qui commenceront par susciter la convoitise. Ensuite, par des assauts violents, les intrus soumettront les Sumériens à des vagues successives d'attaques éclairs grâce à une domestication ancienne du cheval créant panique et famine dans les cités-États fortement peuplées du sud. Les Sumériens surnommeront ces tribus vagabondes les martus qui ne connaissent nulle graine, les martus qui ne connaissent ni maison ni ville, les rustres montagnards, le martu qui ne se courbe pas pour cultiver la terre, qui mange de la viande crue, qui ne possède nulle maison de toute sa vie, qui n'est pas enterré à sa mort. Tiré de Shiera dans Sumerian Epics and Myths, 1934, notes 58 et 112. Est-ce ainsi qu'entrèrent dans l'histoire les Sémites et les Indo-Européens aujourd'hui si puissants? Si tel est le cas, comme tout porte à le croire, ce n'est pas sans une certaine ironie. N'importe lesquels de ces facteurs aurait pu être la cause du déclin de Sumer. Combinés, ils la menèrent à sa perte. L'empire stable, en apparence, s'écroula rapidement, et les anciens vassaux de Sumer, animés d'un esprit de revanche, se retournèrent contre elle.
le souffle de la mort atteignit les Élamites par l'Orient. Il faut garder en mémoire qu'il y avait divers éléments culturels et raciaux en Suse Elam. Vers le début du second millénaire avant Jésus-Christ, les types non négroïdes devinrent prédominants dans les régions montagneuses d'Iran. Les collines qui ont envahi Sumer et enlevé le dernier roi de la troisième dynastie, les temples pillés de leurs trésors. Dans le même temps, les tribus amorites, menées par le souverain du Mahi, occupèrent le pays d'Akkad. Ce désastre marque la fin de la suprématie politique de Sumer en Mésopotamie. Les territoires de la troisième dynastie se désagrégèrent en cités-États tels que Ishin et Larsa. Les empires de Mésopotamie successifs jusqu'aux Perses furent tous dirigés par les Sémites. Tiré de William H. McNeill dans The Origin of Civilization, Oxford University Press, London, 1968, page 67-68 pour la référence. Vers 1700 avant Jésus-Christ, les têtes noires de Sumer, qui avaient dominé la Mésopotamie centrale 1000 ans durant et avaient posé les fondations de toutes les civilisations proches orientales à venir, avaient, dans leur essence, été rayées de l'histoire. Le peuple des têtes noires avait été enseveli par les vents. Le peuple des têtes noires a été enseveli par les vents. Le peuple gémit, couvrant Our comme un vêtement, l'enveloppant comme du lin. La tempête furieuse s'est abattue sans s'arrêter. Le peuple gémit. Dans les boulevards où les fêtes étaient célébrées, ils furent violemment attaqués. Dans toutes les rues où ils avaient coutume de se promener, gissaient des cadavres sur les places où avaient lieu les festivités de la terre. Le peuple fut impitoyablement terrassé. Les mères et les pères qui ne quittaient pas leur maison furent vaincus par le feu. Les jeunes, gissant sur le sein de leur mère, furent tels des poissons emportés par les eaux. Les mères qui allaitaient leur poitrine fut forcée. Les têtes noires, où que se tournait leur tête, ont été emportées. Lamentation over the destruction of all. C'est Samuel Noah Kramer, édition Assyriological Studies number 12, Oriental Institute, Chicago, University of Chicago Press, 1940 pour la référence. L'élam héroïque. Élam est la première grande civilisation de l'Iran. Elle avait de nombreuses affinités avec Sumer et partageait avec cette dernière sa frontière orientale. Le pays était divisé en deux parties, Anshan et le nord montagneux, et la Susiane avec sa capitale Suse au sud. Il semble que les premiers Élamites aient nommé leur pays Anzan Susunka. Selon toute vraisemblance, le terme Élam fut introduit par les premiers auteurs hébreux. Comme on pouvait le constater, de nombreux chercheurs, dont Elliott Smith, ont démontré les nombreuses similitudes entre les cultures matérielles de l'Élam ancien et celles de la vallée du Nil. Les pointes de flèches, les outils de pierre polie, les éclats obtenus par l'exercice d'une pression, les têtes de massue, l'écriture, la forme, les poteries, les vases de pierre, les figurines féminines, les motifs artistiques et les miroirs de métal. À l'instar de leurs contemporaines de la vallée du Nil,
et de la majorité des femmes des sociétés noires antiques, les femmes de l'Élam jouissaient d'un statut important, qu'elles soient déesses ou simples mortelles. La sphère d'activité de la femme élamite n'était pas restreinte au foyer. Elle signait des documents dirigés d'importantes transactions commerciales, héritées ou léguées des fortunes, engageait des poursuites devant les tribunaux et dirigeait les domestiques. Dans les anciens documents élamites, il est souvent fait mention des mères, sœurs et filles du souverain. Les témoignages, en notre disposition, révèlent le caractère matrilinéaire de la succession royale. Le spécialiste de l'Élam, George C. Cameron, attire notre attention sur Kirisha, une forme de déesse mère. Il soutient que les centaines de statuettes d'argile de cette déesse retrouvées dans le lit des fouilles à Suse, mettant à jour celle qui était le véritable objet de vénération du peuple élamite. Dans un ouvrage remarquable intitulé The Lost World of Elam, Walter Innes corrobore les arguments de Cameron en ces termes. Je cite, la place d'honneur dans ce monde est occupée par une déesse, ce qui est typique de l'Élam. Le traité précédemment mentionné est introduit par l'appel suivant. Écoute, ô déesse, Pinikir, écoutez, ô Dieu du ciel. De même, à une époque plus récente, les Élamites considéraient Pinikir comme la maîtresse du ciel dotée du pouvoir de maudire, et son nom est souvent une composante des noms propres. Le fait que le premier rôle ait été donné à une déesse qui se tenait au-dessus et en marge des autres dieux élamites dénote une approche matriarcale chez les fidèles de cette religion. Durant le troisième millénaire, ces grandes mères des dieux dominaient encore le panthéon élamite. Fin de citation. La dernière bataille de l'Élam. Le début du 7e siècle avant Jésus-Christ inaugure le crépuscule de l'Élam. Ce fut une époque marquée par les guerres contre les Assyriens, dont les visées impérialistes couvraient de leur ombre géante l'ensemble de l'Asie occidentale et l'Afrique du Nord. Dans toutes les annales historiques humaines, il est difficile de trouver un peuple dont l'appétit de sang et de carnage puisse rivaliser avec celui des Assyriens. Leur semblant de civisme revient aux têtes noires de Sumer. Leur principale contribution au nombre moderne est leur habilité à conserver les textes religieux séculiers de leurs prédécesseurs. L'État assyrien, avec Ninive pour capitale, était une vaste machine militaire. Les Assyriens ont introduit les premières grandes armées équipées d'armes de fer, et contrairement à de nombreuses nations de l'Antiquité, ils ne s'en remettaient pas à des mercenaires étrangers dont la loyauté pouvait à tout moment se retourner contre eux. Le plus gros de l'armée assyrienne était composé d'archers, d'hommes puissamment armés, de lances et de boucliers, de cavaliers et de chars de guerre. Ces armées étaient bien entraînées, incontestablement brutales et impitoyables. En outre, elles avaient recours à des béliers et à de redoutables machines de siège. Les Assyriens ont élevé l'art de la guerre au rang de science exacte. Ils ne se contentaient pas de conquérir les peuples, il leur fallait complètement les détruire. Autour des ruines
fumantes des villes dévastées, s'étiraient des rangées de grands pieux sur lesquels étaient empalés les corps écorchés vifs des dirigeants des communautés vaincues. Il y avait, il y avait disséminé dans les alentours d'énormes monticules de morts et de mourants atrocement mutilés. Les survivants d'un tel holocauste étaient déportés vers d'autres régions sous contrôle assyrien. C'est sous le règne d'Assurbanipal, entre 669 et 626 avant Jésus-Christ, que les Assyriens atteignirent leur apogée en matière de destruction. En 667 avant Jésus-Christ, l'Égypte était envahie. En 863 avant Jésus-Christ, elle était à nouveau envahie, mais cette fois avec Assurbanipal en personne à la tête de ce qui devait ressembler aux légions de l'enfer. La campagne égyptienne fut dévastée, ses splendides cités pillées. À Thèbes, les nombreux temples magnifiques dépositaires de la grandeur d'autrefois de l'Égypte furent saccagés et réduits en cendres. Sur le chemin du retour vers Ninive, Assurbanipal assiégea la grande cité phénicienne de Tyr. Pris de panique, le souverain de Tyr envoya sa propre famille chargée de lourds et riches présents à Ninive. Il envoya également sa fille pour le harem d'Assurbanipal. Après la conquête de l'Égypte et de la Phénicie, et les victoires sur d'innombrables petits États, les Assyriens tournèrent leur regard vers l'Élam. L'Élam était un État redoutable dans son bon droit, et qui avait souvent semé la terreur dans les régions du Proche-Orient. Elle avait longtemps contesté les ambitions territoriales des Assyriens. Prenant l'initiative, elle porta la guerre aux portes de Ninive. La Syrie déploya tellement d'énergie dans sa guerre contre l'Élam que l'Égypte réussit à regagner son indépendance en 655 avant Jésus-Christ. À toute autre époque, Assurbanipal aurait levé une armée pour mater la révolte. Mais l'effort de guerre contre l'Élam était devenu tellement intense et harassant que les Assyriens durent se résoudre à abandonner l'Égypte pour conserver l'Asie. En 639 avant Jésus-Christ, après une résistance prolongée, Suse fut écrasée, sa ziggourate détruite et la famille royale envoyée vers son nouveau destin à Ninive. Les Assyriens firent de Suse un exemple. Durant 25 jours, leur armée marcha sur les restes de la ville, disséminant du sel sur les ruines. Les bêtes sauvages, déclara Assurbanipal, seront désormais ses seuls habitants. Citation tirée de Dédé, Luken Bill dans Ancient Record of Assyria and the Babylonian, Volume 2. Page 309-312. Il ne pourrait y avoir pire humiliation pour un peuple conscient de son glorieux passé. Bien que leur capacité soit sérieusement réduite après la dévastation de Suse, les Noirs de l'Élam sont demeurés un élément régional important. Hérodote les retrouve sous les traits d'auxiliaires perses lors des guerres médiques. À cette même époque, le Baluchistan méridional, l'extrémité orientale de l'Iran et le Pakistan occidental formaient un tout appelé Gédrossi, le pays des Noirs. Cyrus, le souverain perse, établit sa capitale d'hiver dans une Suse reconstruite. C'est dans cette ville, devenue perse, que décida également
le prophète biblique Daniel, que résida également le prophète biblique Daniel. Aujourd'hui encore, cette ville abriterait le tombeau de ce dernier. Au nord, en dépit des incursions anciennes et ininterrompues de diverses peuplades nouvelles et de la défaite décisive face aux Assyriens, les anciens Élamites de Suse se considéraient comme un peuple agressif et très avancé ayant développé leur pays et l'ayant défendu contre d'incessantes tentatives de conquête. À l'instar des Sumériens de Mésopotamie, ils établirent un modèle de civilisation que les royaumes et empires qui leur succédèrent ne purent qu'imiter. 2500 ans après son ultime bataille défensive, il subsiste des montagnes sur les vestiges de cette colonie couchite appelée Elam, et dont le centre était situé en pays susien. Dans son livre History of Persia, de Percy Sykes déclare, je cite, « Il y a plusieurs années, au cours de mes voyages, je fus frappé par les populations extrêmement noires du Pachakir et du Sahad, région très reculée et montagneuse située le long du Baluchistan perse. La réponse à cette énigme réside peut-être dans le fait que tout le pays était originellement peuplé de nègres. Les Grecs Anariakoi, ou non-ariens, qui ont vraisemblablement migré vers l'Inde, le long des côtes septentrionales du golfe Persique, et dont les descendants auraient survécu dans ces régions reculées. » Fin de citation. Massey décrit ce groupe qu'il nomme Lumluns. Lumluns, Lumluns, comme anthropologiquement de même nature que les Bishari de la région frontalière entre l'Égypte et le Soudan. Selon George Rawlinson, aujourd'hui encore l'ancienne Susanie est appelée Khuzistan, le pays de Kuz ou des Couchites. George Rawlinson dans Egypt and Babylon, page 51.